Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Voilà, ma chère Daniel Thompson, nous allons parler évidemment de cinéma. Le film Cézanne et moi sort à la rentrée. C'est un duo, Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, comme le furent donc le duo que vous connaissez très bien, qui est celui donc qui a été formé par votre père entre Louis de Funès et donc Bourvil. Pourquoi vous avez choisi ces deux acteurs pour Cézanne et donc pour Émile Zola ? D'abord parce qu'ils sont merveilleux. En plus, parce qu'ils ont eu aussi l'un et l'autre très très envie de jouer ça, parce que je pense que c'est forcément une partie de... Donc Gallienne et Cézanne et Guillaume Canet et Zola. Guillaume Canet et Zola. Donc c'est parce que j'ai trouvé ça à la fois évident et surprenant. Donc le mélange des deux a fait que je me suis dit que c'était idéal s'ils avaient vraiment envie de se retrouver face à face dans cette histoire, voilà, qui est comme un duo et un duel et en même temps un couple. Donc tout ça mélangé et voilà. Et puis ils sont au tout début de leur quarantaine, donc j'avais aussi besoin. Ils ont été transformés d'une manière incroyable. Oui, alors ils sont transformés en beaucoup plus jeunes et en beaucoup plus vieux, puisque rasé pour le cas de Gallienne, il a été entièrement rasé, on lui a mis des post-it partout. Ben oui, mais enfin faut pas trop le dire parce que finalement j'espère de tout mon cœur que ça se voit pas et que vraiment ça ne se verra pas ce mois de septembre, donc on attend. c'est un petit peu loin. Ce film est intéressant parce que ça met en lumière finalement un grand moment de l'histoire de France au sens culturel. Tout à l'heure, on va être avec Guillaume Gallienne qui présente les damnés de Visconti en Avignon dans une réadaptation d'Ivo Van Hove. Donc ça, c'est aussi quand même ce que vous racontez. C'est à la fois une histoire d'amitié, évidemment, parce que c'est le cœur du film, mais c'est quand même un moment de la gloire de la France. Ce que j'ai adoré dans tout ce travail autour du film et pendant le film, c'est de plonger dans la vie quotidienne de ces gens qui avaient une bande de copains, des femmes en commun, bien sûr des enjeux, de la jalousie, une forme d'amitié très 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 forte. Cézanne est un fils de bourgeois du Midi. C'est assez peu. Absolument, une famille riche, beaucoup plus modeste. Une famille riche, un père, comme on disait à l'époque, parvenu, qui était un ancien chapelier, qui est devenu banquier, qui avait beaucoup d'argent. Donc il a été élevé dans un grand confort, alors que Zola était un orphelin qui crevait de faim. Donc d'où d'ailleurs la suite, bien sûr, et l'inspiration de toutes ses œuvres. Donc l'un a aidé l'autre quand il était enfant et l'a reçu chez lui et lui a littéralement donné à manger. Et puis la vie a fait que les destins se sont complètement inversés et que Cézanne est devenu une sorte de marginal crevant de faim parce que son père justement ne lui donnait pas d'argent et qu'il ne vendait pas de tableaux. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, on parle toujours de Van Gogh qui ne vendait pas de tableaux, mais Cézanne a été ignoré et vraiment maltraité jusqu'au à un moment, il présente à son père vie. D'ailleurs une œuvre avec une horloge et le père indigné lui dit une horloge sans aiguille. Une horloge sans aiguille. Finalement, tu n'y arriveras jamais. Il n'a pas eu la confiance de sa famille. Je voudrais qu'on écoute Guillaume Gallienne. Il est un peu lointain parce que c'est compliqué. Actuellement, les répétitions sont très nombreuses en Avignon pour l'événement des damnés, mais voilà ce qu'il dit donc de son rôle, de cette amitié entre les deux hommes. C'est une amitié qui va être un peu compliquée. Guillaume Gallienne. Oui, c'est la difficulté de l'amitié, le travail que ça représente, et puis c'est la difficulté surtout de la création entre l'un qui a du succès très vite, qui culpabilise un peu de son succès par rapport à son copain qui lui n'en a pas du tout, et en même temps le copain, c'est-à-dire Cézanne, lui, il y a une forme de culpabilité d'avoir toujours été riche et puis tout d'un coup d'être dans le besoin. Son amie lui sent bourgeoise, ils ont des dossiers quand même. Puis en même temps, ils s'aiment vraiment. Mais Daniel a été vraiment incroyable. Moi, j'ai rarement vu un film d'une femme qui aime autant les hommes. Elle nous aime dans tous nos défauts, dans toutes nos mesquineries, nos orgueils, notre véhémence et en même temps notre foi et notre tendresse. Et puis elle a la même chose avec les acteurs. Moi, je me souviens au tout début du film, du tournage, à un moment, je lui ai dit, mais est-ce que je peux te parler d'un truc? Elle me dit, tu me parles de ce que tu veux, quand tu veux. Voilà, vous les avez embarqués dans un film qui n'est pas une comédie. Vous avez réalisé évidemment comme scénariste et comme metteur en scène beaucoup de comédies. D'où est venu ce besoin de la peinture?
Bah, ça fait partie ou de l'amitié, parce que c'est un film d'abord sur l'amitié. Ça fait partie, j'imagine, de ma manière de vivre, de mes goûts personnels. Bon, moi, c'est vrai que j'avais une grand-mère qui était très 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 proche de beaucoup d'artistes, de peintres et de gens. Bon, elle m'a emmené dans les ateliers des peintres. Elle m'a emmené chez Raoul Dufy, chez Braque, chez Marie-Laurencin, chez Utrillo quand j'étais petite. Et c'est vrai que l'odeur de ces ateliers, et puis l'humilité, la simplicité et l'angoisse de ces hommes devant leur toile, moi je l'ai toujours vu et constaté, et j'ai toujours été très touchée par ça. Et en fait, c'est l'angoisse de tous les artistes devant leur travail. Donc, ce film, vous l'aviez en vous depuis un certain temps, et il sort au mois de septembre, mais il n'a abouti qu'après combien d'années de réflexion, parce qu'il faut se jeter, c'est risqué aussi. Oui, puis il faut lire beaucoup pour se tremper dans cette atmosphère du 19e siècle et se retrouver un petit peu comme un poisson dans l'eau pour pouvoir vraiment se jeter dans l'écriture d'un scénario comme si je racontais une histoire qui se passe aujourd'hui et de laquelle je suis témoin tous les jours. Et je me suis senti témoin tous les jours de leur vie après un certain temps. Et donc là, je me suis dit, allez, j'y vais, on va bien voir ce qui se passe. Et puis j'ai surtout découvert des choses absolument extraordinairement passionnantes de leurs relations, de mille ressorts psychologiques qui fait que c'est très 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 compliqué de rester proche et ami toute la vie. Alors justement, deux choses qui vont revenir évidemment à l'oreille de nos amis de Radio Classique qui nous écoutent. Nous sommes aux alentours, une partie du film se déroule évidemment pendant toute leur vie, mais une partie sur la fameuse bataille des années 1860, le déjeuner sur l'herbe de Manet, une sorte de scandale national puisque le tableau est refusé, qui va animer beaucoup évidemment toute cette joyeuse bande. Alors le déjeuner sur l'herbe est refusé par le salon officiel et accepté par le salon refusé. Mais c'est la grande bataille de cette génération, la grande bataille esthétique, comme Hernani dans un autre registre. J'ai un ami peintre américain, Eric Fischel, pour ne pas le nommer, qui a vu la bande-annonce du film et qui m'a dit « Oh là là, j'aimerais tellement qu'il y ait une bagarre devant un de mes tableaux. » Voilà. C'est un souhait, évidemment. Ça a absolument structuré une grande partie de cet aspect fondamental de la pensée, qui est la pensée visuelle, et qui s'appelle la peinture. La ressortie de la Grande Vadrouille le 13 juillet, qu'est-ce qui va être nouveau sur les écrans? Alors, la copie est nouvelle. Le film a été restauré magnifiquement. Puis ce qui est nouveau, surtout pour beaucoup de monde, c'est qu'ils vont voir le film pour la première fois sur un grand écran, parce que donc il est sorti, si ma mémoire est bonne, en 66. Il est sorti en 66, donc pratiquement moi je l'ai bien vu bien sûr en 66. Ma génération l'a vu en 66, mais toutes les générations futures l'ont toujours vu et revu, et ça c'est d'un grand bonheur, mais sur des écrans de télévision. Et c'est vrai que je suis allé l'autre jour à une projection au Fauvette, puisque le film passe en ce moment dans ce cinéma, et que la salle était pleine. Et j'étais très surprise parce qu'il y avait quand même 6 personnes sur une place de 200 qui n'avaient jamais vu le film et qui étaient des adultes. Donc j'espère qu'ils l'ont découvert avec plaisir. Mais j'ai surtout vu cette magnifique copie restaurée, le son, l'image, c'est splendide. Et puis c'est fait pour ça. Ça a été tourné pour être vu sur un immense écran, et on voit combien le film est beau. Alors on raconte évidemment, on se souvient de l'histoire, on parlait tout à l'heure de l'amitié complexe entre Cézanne et Zola. Là, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un peintre en bâtiment qui sauve des Anglais, donc des parachutistes anglais qui sont parachutés dans des conditions extrêmement difficiles. Je voudrais qu'on réécoute, grâce à Clément, notre bien-aimé réalisateur, quelques mots de cette scène mythique où De Funès est sur les épaules de Bourvil, et puis on va revenir évidemment avec celle qui fut l'une des scénaristes de ce film, c'est-à-dire Daniel, qui est en direct avec nous. Écoutons. Arrêtez! Arrêtez! Pourquoi voulez-vous les faire arrêter? Pour vous descendre, pardi. On est très bien comme ça. Mais dites donc! Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Alors, ne perdons pas de temps. Voilà, ça, c'est de l'improvisation, Daniel, et ça fait partie des choses que vous avez écrites, car ça a été votre premier scénario. Alors ça, c'est un accident, si j'ose dire, au tournage, qui est que au moment où tout à coup Bourvil, De Funès a sauté par-dessus ce petit muret, les chiens que tenait Bourvil sont partis. Mon père a eu la présence d'esprit de ne pas dire Gérard Horry, de ne pas dire couper, parce qu'en général, quand c'est pas prévu, on dit couper puis on recommence. Et en fait, il les a laissés partir comme ça.
Et donc, évidemment, ça donne une scène encore beaucoup plus drôle qu'il continue sur ses épaules. C'était pas prévu. Ce qui était prévu, c'est qu'il tombe sur ses épaules et puis après, il descendait. Il y a une conscience quand même de la Seconde Guerre mondiale, que je sais que La Grande Vadrouille est la première comédie qui a été jouée en Allemagne. On a beaucoup parlé au moment de la sortie de Rabbi Jacob de choses qui peut-être aujourd'hui seraient presque intolérables. Donc il y a quand même pour lui, pour vous, la scénariste, la conscience de choses qui sont quand même importantes, qui sont derrière une sorte de voile qui est celui du sourire. Oui, bien sûr. D'ailleurs, la Grande Vadrouille, ce qui était intéressant dans l'écriture avec mon père et Marcel Julien, c'est que eux deux avaient vécu la guerre, et la guerre, elle était 20 ans plus tôt, donc c'était pas si loin, et ils avaient été bien sûr marqués par cette époque. Ils avaient 20 ans, et ça n'avait pas été facile ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour personne. Et ils étaient très conscients un petit peu, il y avait quelque chose d'un petit peu inhibé chez eux, que moi, je n'avais pas du tout, puisque j'avais 20 ans et quelques, et j'ai pouvait imaginer tout ça avec une forme de légèreté qu'il n'avait pas. Et donc, c'est très passionnant d'abord, évidemment, d'être embarqué à très très jeune dans une aventure pareille. Et puis, ce que mon père a toujours aimé faire dans ses films, et effectivement dans Rabbi Jacob aussi, c'est de parler de choses qui sont finalement pas drôles du tout, en y mettant une touche de, même encore plus que de l'humour. C'est carrément vraiment des films comiques, et le rire est une merveille pour calmer un peu les mauvais instincts. On va écouter Guillaume Gallienne, puisqu'on parlait tout à l'heure de la guerre, il y a quelques instants simplement. Les damnés de Visconti, c'est une adaptation donc de Ivo van Hove, c'est-à-dire qu'on prend le texte de Visconti, scénario donc du film célèbre, qui est une sorte de métaphore de la famille Krupp en Allemagne, donc les grands industriels allemands, au moment où le nazisme arrive au pouvoir. C'est une adaptation de la comédie française, donc qui va être donnée à l'ouverture du festival d'Avignon. C'est un événement Télérama considère même que ça va être le choc culturel de l'été, et c'est justement de ce choc dont nous parle Guillaume Gallienne, qui est actuellement en train de répéter. On l'écoute. Il y aura évidemment tout ça sur scène parce que c'est vraiment le scénario de Visconti. En même temps, il y a un travail de la part de Ivo van Hove qui fait vraiment penser à la mythologie, mais il y a dans l'écriture du scénario et donc aussi scéniquement, théâtralement, on reconnaît Macbeth et Lady Macbeth, on reconnaît Gertrude et Hamlet. Donc il y a du Shakespeare, en même temps il y a aussi du Thomas Bernhard, et puis il y a beaucoup de Ivo van Hove. Peut-être pas dans le texte, mais en tout cas dans le regard qui est porté. Le titre des damnés en italien, en allemand, c'est La chute des dieux. Et je crois que c'est ce qu'a retenu le plus Ivo. Et on a vraiment l'impression que c'est un monde de gens qui peuvent être des Médées ou il y a quelque chose de très archaïque où les enfants peuvent manger leurs enfants et les enfants violer leurs parents. Enfin, il y a une dégénérescence dingue, mais qui vraiment nous montre un miroir de l'actualité assez frappant aussi. Voilà, Guillaume Gallienne en pleine répétition donc en Avignon pour cette adaptation des damnés de Visconti qui est sortie 4 ans après donc La Grande Vadrouille en 1970. Il y a aussi une chose dont tout le monde se souvient à propos de La Grande Vadrouille, et on terminera tout à l'heure en parlant de l'œuvre, le roman de Zola, à propos justement de Cézanne notamment, c'est cette affaire de Louis de Funès dirigeant donc l'opéra. Il a passé 3 mois, semble-t-il, devant sa glace, lui qui était pianiste au départ de sa carrière. Oui, il était musicien, donc ça, j'imagine que ça a beaucoup aidé. Ça a dû l'aider. Et voilà ce qu'il a donc interprété, enfin dirigé, puisqu'il s'agit donc de Berlioz. Attention, Berlioz va arriver. Daniel, vous qui étiez sur le plateau, Daniel Thompson, est-ce que les gens ont applaudi? Parce que c'était quand même une performance quand on l'a regardé. Moi, quand j'ai vu ça en 66, c'était assez inouï, parce que c'est long comme scène. Les musiciens ont applaudi. Parce que les gens, c'était les musiciens et l'équipe, quand il a dirigé l'orchestre. Et c'est vrai que c'était très, très impressionnant, parce qu'il était très intimidé au départ. Il avait très peur parce que voilà, c'est très impressionnant. La salle est sublime, c'est l'Opéra de Paris. Il y avait le vrai orchestre, cette musique de Berlioz, tout ça, c'était quelque chose d'insensé pour lui de faire ça. Et il l'a fait, il l'a vraiment fait. C'est-à-dire qu'il a dirigé les musiciens. Mais c'était des types complexes de Funès et Bourvil. Ils sont devenus tellement célèbres que ça fait écran à ce qu'ils étaient l'un et l'autre. On a découvert Bourvil justement dans les films de Melville, après qui était Jean Tousse,
À des années-lumière de l'image qu'on avait de lui, justement, complexe l'un et l'autre. Complexe et très différent. Complexe, oui, bien sûr, parce que d'abord, en général, les comiques, comme on dit, sont des gens qui sont des grands angoissés. Donc, ce qui était beaucoup d'ailleurs le cas de Louis de Funès. Moi, j'ai eu une vision de Bourvil qui était tellement un bon vivant et un homme tellement joyeux et tellement ouvert. Je me suis pas très bien rendu compte. En fait, effectivement, de la capacité extraordinaire d'être un acteur tragique qu'il a montré après. Oui. J'avais un petit peu vu, bizarrement, dans un film qui s'appelle Le Miroir de face, qui avait été tourné assez longtemps avant les films de Melville. Je dis bizarrement parce que ça avait été écrit par mon père, mis en scène par André Cayatte et joué par Michel Morgan et Bourvil, où il était absolument extraordinaire et où il jouait, un mari trompé et qui finissait par aller jusqu'au crime. Et donc, il y avait vraiment chez lui cette dualité. De Funès était vraiment quelqu'un de très pudique, qui n'aimait pas du tout les scènes d'émotion, qu'il jouait d'ailleurs très bien quand il le fallait, mais qui sont rares dans sa carrière d'acteur. Voilà, on va retrouver donc La Grande Vadrouille le 13 juillet. Vous pouvez aller voir donc au cinéma dans une version restaurée absolument magnifique. Et puis surtout, donc, vous ne ratez pas. À la rentrée, donc, Cézanne et moi. C'est un film de Daniel Thompson. Ce n'est pas votre premier film. Avec Guillaume Gallienne et Guillaume Canet. Il s'agit de l'amitié, donc, entre Cézanne et Zola. Il s'agit donc, je le disais tout à l'heure, de la gloire de la culture française. Et si vous avez le temps cet été, vous lisez l'œuvre d'Émile Zola, qui est justement une réflexion sur les artistes, qui est un roman extraordinaire et qui effectivement est le cœur de votre scénario, parce que ça a été un point de rupture. Voilà, un point de rupture absolu entre les deux hommes, car Cézanne a considéré que ce portrait de l'artiste raté lui ressemblait fortement. Merci Daniel d'être venu ce matin. Merci. Et bon été. Je sais que c'est toujours angoissant d'arriver au moment de la promo, mais nous serons au rendez-vous pour vous défendre à la rentrée. Ciao.